Alors bienvenue à tous, merci beaucoup d'être là pour cette rencontre à la revue Esprit autour du dernier livre d'Amit Bozarrslan, L'antidémocratie au XXIe siècle, Iran, Russie, Turquie, qui est paru aux éditions du CNRS l'année dernière, au printemps dernier il me semble. Amit Bozarrslan est bien connu dans cette revue. Nous sommes donc très heureux de pouvoir avoir cette discussion sur son livre. Amit est membre de notre comité de rédaction et conseiller de la rédaction d'Esprit depuis quelques années. Mais il ne fait pas que ça, naturellement. Amit est sociologue et historien du fait politique, directeur des études à l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales. Et pour situer un petit peu votre parcours, je peux dire, en allant un peu vite, que vous avez écrit des histoires de la question kurde, de la Turquie. Et puis vous vous êtes beaucoup intéressé de façon plus large à la question de la violence dans les sociétés du Moyen-Orient, et donc aussi à la question de la révolution, des procédés révolutionnaires. Et puis au terme de ce parcours, où je ne cite pas tous vos ouvrages, vous venez donc de publier ce livre sur l'antidémocratie au XXIe siècle, en vous arrêtant sur les cas de l'Iran, de la Russie et de la Turquie. Alors, j'aimerais, pour commencer, j'ai préparé une liste de 3 ou 4 questions, et puis après on pourra prolonger par des questions de tous ceux qui sont ici avec nous. J'aimerais commencer tout simplement par vous demander comment vous en êtes venu à vous arrêter sur ce terme d'antidémocratie, pour décrire les régimes iraniens, russes et turcs aujourd'hui. Il y avait d'autres possibilités de termes, vous les listez d'ailleurs dans votre introduction. Vous évoquez le terme de démocratie illibérale, mais aussi le nouvel autoritarisme qu'on a pu utiliser par exemple au sujet de la Pologne, l'État cartel, le régime hybride, l'autoritarisme compétitif, la démocratie autoritaire, bref, il y avait plusieurs possibilités. Vous avez choisi d'utiliser cette notion d'antidémocratie et j'ai envie de vous demander comment vous en arrivez là. Plutôt par opposition, vous le dites également dans l'introduction, avec la dictature numérique chinoise, que par continuité avec ce qu'on a appelé les populismes en Europe ou aux États-Unis. Et donc ma deuxième question, qui est un peu contenue dans la première, c'est pourquoi s'arrêter sur ces 3 cas, Iran, Russie, Turquie? Qu'est-ce qui les distingue d'un certain nombre d'autres régimes peu fréquentables dans le monde aujourd'hui? Et quelles sont donc les caractéristiques communes de ces 3 régimes, iranien, russe, turc, que vous qualifiez aujourd'hui d'antidémocratie? Merci Sharon. Laurent, effectivement je crois que vous avez raison. J'aurais pu inclure aussi la Chine, mais cela aurait nécessité un investissement considérable. Et la Chine semble être un empire heureux aujourd'hui, en tout cas dans la tête de ses dirigeants, un empire qui n'est pas frustré, un empire qui pense que la revanche sur l'histoire, la revanche sur le passé est déjà prise. Et donc du coup la quête aujourd'hui que poursuit la Chine, c'est beaucoup plus une quête d'hégémonie et de suprématie. Alors pourquoi la notion d'antidémocratie, avant de revenir sur ces 3 cas-là, pourquoi la notion d'antidémocratie? Vous l'avez mentionné, effectivement on a quand même aujourd'hui un vocabulaire, enfin un ensemble de concepts, et je pense que la pluralité, le fait que ces concepts soient si nombreux montre qu'on est tous un peu perdus. La pluralité des concepts, surtout des concepts plus ou moins ambigus, a aussi une valeur heuristique. Donc il faudrait effectivement réfléchir à cette valeur heuristique. Et je crois que dans les années 20 ou 30, quand on lit les penseurs de l'époque, on est aussi en face d'un phénomène analogue. Voilà, on a quelque chose qui s'appelle le fascisme ou qui s'appelle le nazisme. On ne sait pas comment le définir. Et Pierre Rasner, là c'est vraiment beaucoup de regrets, c'était le lapsus. Sébastien Hafner expliquait par exemple que concernant l'Allemagne nazie, il était totalement perdu parce que d'habitude, il y a 2 formes de violence, la violence révolutionnaire contre l'État et la violence de l'État contre les révolutionnaires ou contre la société. Or, il disait, dans le cas de l'Allemagne nazie,
Le régime combine les deux. Le régime est coercitif en tant qu'État et en même temps révolutionnaire en tant que contre-État. Donc je pense qu'effectivement, on est un peu perdu, comme dans les années 20 et 30, les juristes et les penseurs du politique étaient perdus. Moi, j'ai préféré effectivement à cet ensemble de concepts qui existaient et que je mentionne en leur rendant hommage d'ailleurs, la notion d'antidémocratie qui est une notion vraiment qui est pour le moment assez provisoire, mais je crois que ça dit aussi la nature de ces trois régimes-là. Ces trois régimes qui se sont formés finalement dans les années 2000-2010, donc il s'agit des régimes assez récents, mais c'est des régimes qui se considèrent explicitement comme des alternatives radicales, nationales, cela veut dire irréductible à l'universel, et surtout viril par rapport à un Occident, par rapport à un universel qui serait ontologiquement corrompu et ontologiquement corrupteur, qui aurait perdu sa virilité. Je crois que cette notion de virilité revient constamment dans le discours d'Erdogan, mais aussi de Poutine, de Khamenei en Iran. Donc je crois qu'effectivement là, c'est pour souligner bien qu'on n'est pas simplement dans l'autoritarisme, simplement dans une autocratie, mais dans des régimes réfléchis, dans des régimes effectivement qui à la fois exercent le pouvoir, mais en même temps théorisent cet exercice de pouvoir. Alors, qu'est-ce qui marque ces régimes, ces trois régimes, notamment, mais une fois de plus, je crois qu'effectivement on peut trouver d'autres cas dans le monde d'aujourd'hui ou dans le monde du passé. En premier lieu, l'insistance sur l'ontologie. La nation a une ontologie. Cette ontologie est une ontologie pure, mais cette ontologie a été corrompue à la suite des interventions extérieures, l'Occident. Mais cette ontologie a été corrompue aussi parce qu'il y avait une collaboration interne, les ennemis de l'intérieur, mais surtout l'élite occidentaliste, élite occidentalisée du 19e siècle, a contribué à corrompre cette ontologie. Et l'objectif ultime de la nation doit être de se reconstituer dans sa pureté ontologique. Et cela signifie effectivement d'effacer le siècle d'occidentalisation qui correspond au milieu du 19e siècle pour les trois pays, mais surtout aussi de repenser le temps. Le temps des origines est un temps pur. Ensuite, il y a le temps historique qui est le temps corrompu, et le temps d'avenir doit être le temps de revanche. Donc restituer la nation dans sa pureté ontologique, mais aussi pour lui apporter la puissance qu'elle a détenue jadis. Donc on a vraiment là, on a en face des empires frustrés. Donc effectivement, de moment où on parle effectivement de l'avenir comme le temps de revanche sur le passé, cela apparaît très clairement. En deuxième lieu, je crois que l'idée d'espace vital. L'idée que les frontières westphaliennes de l'État ne peuvent pas être les frontières naturelles de cet État, que la nation doit s'accomplir dans une assiette territoriale infiniment plus large, et que cette assiette territoriale a été déterminée par une mission historique. Cette idée que la nation n'est pas créée, la nation effectivement a été créée par Dieu, mais aussi par l'histoire, mais dans un but très précis. Et ce but est de dominer le monde pour lui apporter l'idée de l'État, l'idée de la justice, l'idée de l'harmonie, donc une sorte de paix éternelle sur Terre, une sorte de délivrance eschatologique sur Terre, mais à condition que le droit de cette nation à dominer soit respecté. Et il y a un deuxième volet de cette mission historique qui est très clairement exprimé, servir de bras armé à la religion. À la religion, donc à l'orthodoxie. Mais cette idée est très très ancienne déjà. Donc Dostoïevski disait que les Russes étaient le bras armé de l'orthodoxie, le schisme dans le cas de l'Iran et le sunnisme dans le cas de l'Irak. Un troisième élément qui intervient qui me paraît très important, c'est que la politique intérieure et la politique extérieure constituent un seul front. Il n'y a pas cette distinction westphalienne qui consiste à dire que la violence d'un État s'arrête à ses frontières et commence au-delà de la souveraineté d'un autre État. Au contraire, dans les cas qui nous intéressent, cette idée de frontière elle-même, elle est contestée. Mais surtout, la politique intérieure et la politique extérieure sont explicitement définies comme des activités de guerre. Et puis, je crois qu'il y a un dernier élément qui intervient, parmi d'autres. Je veux dire, effectivement, dans le livre, j'insiste sur beaucoup d'autres volets. Un dernier élément qui intervient, c'est la nécessité de la fusion charnelle entre
le leader est la nation. Donc, la nation est la seule source de légitimité, mais cette légitimité ne peut s'exercer qu'à condition d'être incarnée. Et dans ce cas-là, le leader ne représente pas uniquement le présent de la nation, pour une durée de 5 ans, pour un mandat de 4 ans, 5 ans ou 10 ans, mais le leader représente la nation dans son passé et dans son avenir. Donc le leader est vraiment l'incarnation du temps de la nation dans sa totalité. Et quand on entend très souvent en Russie « no Poutine, no Russia », ou en Turquie on dit que sans Erdogan, effectivement la nation turque risquerait de disparaître, on a cette idée de continuité, le leader comme vraiment l'incarnation charnelle de la nation, mais aussi en même temps une détestation profonde des institutions, parce que du moment où on est en face de cette fusion entre le leader et la nation, les institutions ne peuvent constituer que des entraves à cette unité organique. Merci beaucoup. Alors, ça nous donne déjà un aperçu de la richesse, de la densité de tout ce que vous exposez dans le livre. Vous avez choisi de vous fonder surtout sur les discours officiels. Vous auriez pu utiliser aussi beaucoup de choses qui circulent sur les réseaux sociaux et ailleurs, mais vous vous êtes vraiment concentré sur les discours officiels, justement parce qu'il y a l'exercice du pouvoir et la façon de le décrire ou de le théoriser, comme vous venez de nous le dire. On voit que en fait vous mobilisez déjà deux jeux de comparaison. Il y a la comparaison entre ces trois régimes, Iran, Russie, Turquie, et comme toute comparaison, elle vous sert à pointer un certain nombre de ressemblances, mais aussi parfois des particularités ou des singularités de chacun de ces cas. Et puis l'autre comparaison qui se fait dans le temps, elle, entre les antidémocraties des années 20-30 et ces antidémocraties contemporaines du 21e siècle que vous nous décrivez dans le livre. Et là aussi, elles ont un certain nombre de points communs. Enfin, vous assumez la comparaison avec ces régimes des années 20 et 30, la montée du fascisme, du nazisme, et qui allait conduire au totalitarisme. Et puis, vous montrez aussi les différences. Alors, dans les points de comparaison qui m'ont paru particulièrement saisissants, il y a la question d'une préhistoire de ces antidémocraties, et puis il y a la question du rôle des élites. La préhistoire pour les antidémocraties des années 20-30, c'est l'effondrement de la Première Guerre mondiale et la brutalisation des sociétés. Mais pour comprendre les antidémocraties actuelles, vous vous arrêtez sur un moment qui est celui des années, on va dire en allant des années 70 aux années 90, et où vous observez de près ce qui s'est passé dans chacune de ces sociétés. Et où, si je le résumais à grands traits, on a eu un moment d'ouverture démocratique, d'expérimentation libérale, et puis ensuite une réaction très vigoureuse et affirmation de ces nations irrédentistes pour refermer le couvercle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce moment dans les années 70 à 90 et aussi sur le rôle des élites? Donc, vous y revenez à plusieurs moments et j'ai vu au moins 3 familles d'élites. Les élites qui doutent, les élites qui se droitisent dans ce moment des années 70 à 90, et aussi les élites qui résistent. Et vous pointez qu'un point commun entre ces 3 régimes, c'est qu'une pensée critique y est encore malgré tout possible, ce qui n'est peut-être pas vrai par exemple de la Chine, mais aussi les élites opportunistes, donc celles qui collaborent avec le régime et même qui font des grandes démonstrations d'enthousiasme. Voilà, est-ce que je peux vous poser cette double question, préhistoire et rôle des élites? Non, à vrai dire, vous avez posé 4 ou 5 questions, donc je vais essayer de répondre à ces questions-là, mais en premier lieu, effectivement, l'exercice de comparaison. L'exercice de comparaison m'a paru vraiment très très intéressant dans cet ouvrage, d'abord entre ces 3 régimes-là, parce que 3 trajectoires historiques absolument à la fois articulées, continues, puisqu'il s'agit des 3 voisins, mais de l'autre côté, voilà, effectivement, on ne peut pas comparer le régime de Shah au stalinisme, on ne peut pas comparer le triomphe
de néolibéralisme en Turquie sous Özal à ce qui s'est passé durant la perestroïka en Union soviétique. Donc énormément de différences que je souligne, voilà, que j'évoque dans l'interlude de livres. Et puis après, on voit effectivement qu'il émerge à un moment donné, dans les années 90-2000, une sorte de sortie radicale du modèle démocratique. Je pense que là, peut-être que le contexte doit être pris en considération, c'est que j'ai toujours pris très au sérieux l'ouvrage de Francis Fukuyama, La fin de l'histoire. Ce n'est pas du tout un livre à jeter à la poubelle. J'ai comparé cet ouvrage avec deux autres ouvrages, Lettres à un ami allemand de Ernest Renan et le processus de civilisation de Norbert Elias. Et dans les trois cas, on a vraiment ce souci absolu de fixer l'histoire, de lire l'histoire, d'appréhender l'histoire en lui fixant une finalité téléologique qui serait une finalité universelle. Et les guerres, les génocides, etc., qui auraient été vécus par l'humanité ne constitueraient que finalement des accidents de route. Et je crois qu'effectivement, dans les trois cas, il y a quelque chose de très thérapeutique. Sauf que je crois que les trois se sont trompés, lourdement trompés. Elias l'a reconnu d'une manière un peu détournée. Et dans le cas de Fukuyama, je crois qu'effectivement la question qui s'était posée, c'était la suivante. Pour Fukuyama, effectivement, la démocratie bourgeoise avait définitivement triomphé. Certes, il pouvait y avoir encore quelques génocides par-ci, par-là, mais en note le bas de page de l'histoire. Et Fukuyama disait que la désinvention n'est pas possible. Et donc, puisqu'effectivement ce triomphe de la démocratie libérale a eu lieu, on ne retournera pas en arrière. Or, cette lecture avait une double erreur, se basait sur une double erreur. En premier lieu, Tocqueville l'avait vu déjà très clairement, la passion d'égalité et la passion de liberté vont de pair. Une société démocratique ne peut pas supprimer la quête de l'égalité en rendant uniquement un culte à la liberté. Les deux doivent aller de pair. Et puis le deuxième, là je reviens à Pierre Rasner, les passions tout court, la revanche des passions. Et il faudrait vraiment relire les lignes que Pierre Rasner consacre à Fukuyama, en l'invitant à être quand même un peu plus attentif, un peu plus historien, à lire l'histoire des Grecs et ne pas conclure à la fin de l'histoire à la faveur voilà, des réformes de Gorbatchev de 1985. Et je crois qu'effectivement, ce contexte doit être pris en considération, et on le voit dans le discours de Poutine, cela émerge très clairement. Voilà, nous sommes sortis de la domination de McDonald's. Ou dans le discours d'Erdogan, voilà, l'Empire ottoman est de retour, non pas parce qu'on est néo-impériaux, mais il y a un autre monde possible. Donc, je crois que ce contexte doit être pris en considération. Après, effectivement, concernant votre question, la comparaison avec les années 1920 et 30. Je crois que cette comparaison est absolument pertinente, mais doit être une comparaison très prudente. Une comparaison très prudente parce que ces trois régimes, iranien, turc et russe, aujourd'hui en tout cas, n'ont pas la capacité d'encadrer la société jusqu'à la moindre de ces cellules, qui serait la famille ou l'école. C'était vraiment le terme qu'on utilisait en Italie fasciste ou en Allemagne nazie, voire en Union soviétique. Ça veut dire effectivement une société totalement organique et qui ne serait pas une société où il y aura un parti dominant, un chef unique, mais qui serait vraiment totalement incarné. Un système dans lequel, je cite Hans Frank qui parlait du système juridique de l'Allemagne nazie, il disait le système juridique, le droit allemand est l'expression de la volonté du Führer, mais la volonté du Führer n'a besoin d'aucune base légale pour pouvoir s'exprimer. Aujourd'hui, malgré tout, on n'est pas encore dans un contexte comme ça. En troisième lieu, il y a effectivement une culte de la mort. Je veux dire, quand on voit le discours sur le martyr, juste rappeler Erdogan qui dit souvent que la terre ne peut devenir patrie à condition d'être arrosée du sang des martyrs, et le tissu ne peut devenir un drapeau qui à condition d'être arrosé du sang des martyrs. C'est quand même quelque chose d'absolument saisissant. Ça renvoie aux années 20, et en même temps on a l'impression que le degré de la militarisation de la Turquie, de l'Iran ou
de la Russie, absolument, je veux dire, ne se prête à aucune comparaison avec ce qui s'est passé en Allemagne nazie, voire avec ce qui s'est passé dans l'Espagne franquiste. Au contraire, on a l'impression qu'aujourd'hui, la nation n'est plus capable de produire de la violence. On applaudit effectivement les campagnes militaires, mais personne ne veut aller mourir pour la patrie. D'où le recours aux milices, que ce sont des États miliciens. Les États miliciens, on a massivement recours aux forces paramilitaires. L'Allemagne nazie ou l'Italie avaient également des forces paramilitaires, mais l'essentiel était quand même, voilà, donc toute la nation était militarisée, alors qu'on est encore très 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 loin de cette militarisation. Et puis le rapport à la religion. Je crois que ça c'est vraiment aussi un facteur très important. Autant dans l'Espagne franquiste, la religion confisquait en quelque sorte aux grandes dames de certains penseurs catholiques. La religion joue un rôle, mais l'Italie fasciste, voilà, Mussolini déteste la religion, et pour Hitler cela est très clair aussi entre la religion catholique, alors que là il y a une centralité de la religion. Et puis peut-être le dernier élément sur lequel, non, il y a encore d'autres éléments sur lesquels je reviendrai, mais le dernier élément effectivement dans cette comparaison qu'on peut évoquer, c'est les espaces de résistance. Malgré tout, aujourd'hui, il y a énormément d'espaces de résistance, y compris en Russie, y compris en Iran, y compris en Turquie, dans des conditions de précarité absolue, parfois au prix d'une mort civique, voire d'une mort réelle, des suicides qu'on voit parmi les universitaires qui ont été purgés en Turquie, etc. Donc il y a ces cas-là, mais il n'en reste pas moins qu'il y a vraiment des espaces de résistance, et il faudrait rendre hommage à ces résistants par la vie intellectuelle, par les académies libres, par des centres de recherche qui sont informels, par la création artistique. Il y a quand même une création artistique extrêmement importante. Dans l'Allemagne nazie, cela n'était tout simplement pas possible, ou alors vraiment il fallait passer par des voies très détournées. Donc c'est pour ça que je pense qu'autant il faudrait effectivement qu'on compare ce qui se passe aujourd'hui avec les années 20, 30, autant il faudrait que cette comparaison soit extrêmement prudente, que cette comparaison vise à la limite à établir une généalogie de ce qu'est Umberto Eco appelait Urfascismus, donc vraiment le fascisme éternel, le fascisme originel ou le fascisme éternel en même temps, donc qui peut prendre de formes extrêmement variées, mais les contextes sont très différents. Et puis cette question des élites. Je crois que cette question des élites est extrêmement intéressante, qu'on peut se poser aussi d'ailleurs dans les années 20 et 30. Quelqu'un comme Klaus Mann l'a remarquablement décrit, le fils de Thomas Mann. Je reviens effectivement aux années 50-60 parce que ces antidémocraties ont une préhistoire. L'erdouanisme est là avant même Erdogan. Le poutinisme est là avant même Poutine. Le velayetisme, donc le gouvernement de jurisconsulte absolu de Khamenei, est là avant même que Khamenei le sache. Parce qu'effectivement, il y a des matrices intellectuelles dans les années 60-70. Dans les années 60-70, on est tous obsédés par la gauche, qui a le vent en poupe. Effectivement, on est dans la tricontinentale, l'Amérique latine, l'Afrique et l'Asie, dans une fraternité plus ou moins prolétarienne contre l'impérialisme et en collaboration avec les classes opprimées des peuples oppresseurs. Donc ce discours-là, aujourd'hui, quelqu'un qui a 30 ans ne comprendra absolument pas. Mais ce qu'on n'a pas vu durant cette période-là, c'est que tout de suite après la génération de 48 qui a fait qui a fait le 68, émergeait une autre génération de 52, 54, 56. Il faudra encore travailler cette dimension. Quelqu'un comme Poutine, bien sûr, quelqu'un comme Erdogan, quelqu'un comme Bolsonaro. Ils ont tous plus ou moins le même âge, avec 5 ou 6 ans. Et ces gens-là n'étaient pas du tout nourris de l'imaginaire de Che Guevara. Ils n'étaient pas du tout nourris de l'image de Oncle Ho ou de Leila Khaled, qui était la première pirate de l'ère palestinienne. Ils étaient beaucoup plus ancrés dans une logique, voilà, une logique ultra conservatrice, la nécessité de protéger la nation, l'histoire mutilée de la nation, la mélancolie de la grandeur perdue, etc. Et une bonne partie des sources théoriques qui aujourd'hui sont utilisées par ces trois régimes étaient très largement déjà disponibles là.
Pour Erdogan, on sait par exemple qu'à la fin des années 60-70, Erdogan n'a lu qu'une dizaine d'ouvrages dans sa vie. Mais ce sont une dizaine d'ouvrages totalement complotistes qui expliquent l'histoire de la Turquie dans sa totalité par un complot sioniste. Erdogan a été acteur de théâtre dans sa jeunesse. Il a joué dans une pièce de théâtre qui s'appelait Maskomyar, maçon communiste Yahudi, donc juif. Donc ça vous situe l'homme. Sans doute, Poutine était déjà familier avec avec l'œuvre de Ivan Ilyin, qui était une sorte de national-bolchéviste. Khamenei, dans toute sa vie, n'a eu que deux références. Safavi, qui était le leader des Fidaïs de l'islam, une organisation d'assassinat finalement voilà, criminelle qui a assassiné des intellectuels nationalistes, et Saïd Qutb, qui est vraiment l'homme qui a conçu la théorie du djihad en interne au sein de l'islam. Donc je crois qu'effectivement tout ce que ces gens-là ont lu dans les années 60-70 a constitué une sorte de stock cognitif. Cela ne veut pas dire que tout est instrumental, qu'ils ont caché leur jeu, etc. Mais à chaque fois qu'il y a une crise, on retourne à ce stock cognitif. Et on radicalise ce stock cognitif. Et plus le stock cognitif est maigre, plus il peut être effectivement transformé en quelque chose de totalement compact et radicalisé et devenir une sorte à la fois de programme, mais aussi présenter une perspective de revanche sur le passé, une perspective de revanche sur les humiliations nationales, etc. Donc c'est pour ça que je pense qu'effectivement, surtout pour les jeunes qui veulent trouver un travail, un sujet de doctorat, ça sera très intéressant de travailler sur les générations de droite des années 60-70. Avec ce processus que vous décrivez comme un processus d'auto-radicalisation, en fait. Hein, j'ai un petit passage à la fin de ce prélude où vous revenez sur ce legs du passé récent. Et vous parlez d'auto-radicalisation, vous dites « Il ne s'agit pas d'un simple virage autoritaire, mais d'un processus d'auto-radicalisation, voire d'une révolution de droite au sens fort du terme, afin de mettre la superstructure sociale et intellectuelle de ces pays au diapason de la nature organique du folk, ces peuples-nations russes, persans ou turcs, tel qu'imaginé par Poutine, Erdogan et le couple Ahmadinejad-Khamenei, puisque là, il faut les deux pour comprendre la nature du régime iranien. Donc cette matrice intellectuelle joue un rôle très conséquent et c'est pour ça que vous soulignez aussi les espaces de résistance qui existent encore aujourd'hui, mais dont les points communs que vous trouvez à ces trois régimes, il y en a encore deux sur lesquels je voulais vous interroger. Donc vous avez déjà commencé à en parler. C'est la volonté de ces régimes de détruire le temps. Vous citez beaucoup un ouvrage de Masha Gessen sur la Russie qu'elle a intitulé « The Future is History ». Donc on a le passé comme seul horizon d'avenir. Donc il y a cette volonté de détruire le temps, de se projeter dans une forme d'éternité et d'interdire tout projet de transformation démocratique. Mais il y a aussi ce projet de détruire la raison, de détruire les facultés cognitives d'une société. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ce sont quand même deux idées assez audacieuses, que ce sont des régimes qui veulent détruire le temps et détruire la raison. Et je crois aussi que c'est un des ressorts peut-être de la fascination que ces régimes exercent chez nous, un point sur lequel vous vous arrêtez aussi plutôt vers la fin de l'ouvrage. Oui, effectivement, la destruction du temps, je crois que ça se fait par deux biais. En premier lieu, on est impressionné de voir le nombre de crises qui traversent effectivement ces régimes qui sont désormais assez longs. Voilà, dans un pays comme la Turquie, la durée moyenne d'une crise, c'est de 48 heures. Après, on peut avoir éventuellement une période d'accalmie de quelques jours. Il y aura inévitablement une nouvelle crise. Cela a été aussi le cas en partie en Russie, même si la situation est un peu plus calme maintenant depuis le référendum. Mais en Iran, on a aussi vraiment une fréquence absolument impressionnante de crises. Et
ces crises-là, d'ailleurs, je crois que le tout premier article que j'avais écrit pour la revue Esprit, c'était crise comme instrument politique en Turquie. C'était ma toute première collaboration en 99. Alors, ces crises-là sont quand même extrêmement importantes parce que la crise détruit les facultés cognitives de la société. Pour qu'une société puisse se penser, se doter d'élaborer une mémoire collective. On sait que la mémoire collective est une construction, tout ce qu'on peut, voilà, tout ce qu'on peut ajouter sur ce thème-là. Je laisse de côté ce débat-là, mais pour qu'effectivement une société puisse se lire à travers l'histoire, il faut 5, 6, 10 repères dans le temps. Mais on ne peut pas avoir 10 000 repères dans le temps et demander à une société de produire une réflexivité d'elle-même, de se penser dans le temps. Dans un pays comme la France, par exemple, après 1958, il y a quoi? Il y a une dizaine de repères. Donc, quelqu'un qui est allé au lycée peut effectivement vous sortir les 10 repères qui ont marqué l'histoire de la France. Mais si vous êtes dans la Turquie de l'AKP, eh bien, vous n'aurez pas 10 repères, mais vous aurez 300, 400 repères. Et cette multiplication de repères signifie qu'à un moment donné, les repères de cohésion, les repères de sens dans la société disparaissent. Et une société qui n'a pas de repères dans le temps n'est plus une société. Je crois que là, on peut vraiment aller très très loin. Et là aussi, dans les années 20 et 30, c'était quelque chose qui avait marqué, absolument effaré certains penseurs. Quelqu'un comme Klemperer, par exemple, s'étonnait de voir que chaque bout d'autoroute que le Führer inaugurait était historique. Chaque récolte était historique. Il se demandait, mais comment on peut produire de l'histoire si chaque discours de Führer est historique? Donc, effectivement, il était déjà effaré par cette perspective de la destruction du temps et la destruction de l'histoire. Mais il y a aussi une deuxième façon, cette fois-ci peut-être beaucoup plus réfléchie et assumée, de détruire le temps. Je crois que là, on peut vraiment lire les travaux de Pierre Rasner, notamment son ouvrage qui s'appelle Chronos, qui est apparu après la rédaction de cet ouvrage, mais qui est quand même absolument impressionnant. Et on a l'impression que dans le cas de ces régimes-là, on est constamment en face de recours à Kairos. Kairos qui est le dieu d'opportunité, du moment opportun, de la volonté, mais aussi le dieu de la brutalisation du temps. Donc, une sorte de guerre de Kairos contre Chronos. Chronos qui est le dieu de temps institué. Et donc, du coup, profiter par exemple du fait que l'Amérique n'a pas bombardé la Russie. Donc, l'Amérique a montré qu'elle a perdu sa virilité. On peut attaquer la Crimée. Occuper la Crimée. C'est l'occasion. C'est l'occasion. Le dieu d'opportunité est là. Ou voir que Trump finalement ne va pas appliquer des sanctions contre la Turquie, donc on peut attaquer le Rojava, le Kurdistan syrien. On peut prendre le Liban en otage parce qu'on sait que l'Occident n'a absolument aucun moyen d'agir pour l'Iran. Donc vous voyez effectivement comment ce dieu d'opportunité est constamment sollicité pour défaire ce que le temps a fait, ce que Chronos a constitué, ce que Chronos a institué. Et cela crée effectivement une situation absolument ingérable, des victoires certes militaires, mais à quoi ça sert ces victoires-là? Ces victoires-là sont en externe, mais sont utilisées en interne, mais la fréquence même de ces victoires-là, à un moment donné, finit par ne plus faire sens, finit par ne plus produire du temps. Donc je crois qu'effectivement, c'est cette question qui pour moi est absolument centrale, et cette question explique aussi la destruction des facultés cognitives. Là aussi, c'était quelque chose qui, dans les années 20 et 30, avait absolument impressionné les penseurs. À la base de l'école de Francfort, même, il y a cette question de la disparition du sens, de la disparition de la raison. Lukács et Marcuse ont quand même commencé leur réflexion en tant que philosophe à partir de cette rationalité, cette raison qui est totalement menacée et détruite. Je crois que quand vous prenez quelqu'un comme Ernest Bloch et toute sa théorie de la non-contemporanéité, Cassirer avec sa théorie de mythe, la mythologique comme instrument brutal
qui interviennent dans les sociétés. Donc, cette destruction de la raison avait déjà beaucoup inquiété, je crois, dans les années 20 et 30. Et aujourd'hui, quand on voit ces sociétés, ces trois régimes, on est vraiment absolument impressionné. J'ai constitué énormément je travaille à l'ancienne, je tiens des cahiers, j'ai constitué énormément de données, ne serait-ce que sur les rasputinismes. Hein. Voilà. Ces croyances absolument superstitieuses qui sont présentées comme la science absolue, la science ultime, etc. Et la fréquence de ce type de colloques, ce type de textes, ce type d'éditoriaux, c'est ce matraquage, mais vraiment à partir de l'irrationnel. Et donc la destruction des facultés cognitives. La société n'est plus capable de se penser. Et la fonction de ces espaces de résistance que j'ai mentionnés aujourd'hui, tout à l'heure, c'est précisément de reconstituer ces facultés cognitives. De dire qu'il y a du sens. On produit du sens. On produit du sens en analysant le poutinisme ou l'erdoganisme, par exemple. On produit du sens en analysant, en travaillant, par exemple, sur la notion de féminicide. On produit du sens en essayant de voir qu'est-ce qui s'est passé avec les incendies de forêt de Sibérie. Parce que juste avant les incendies, le gouvernement de Moscou avait déclaré que s'il n'y a pas de village, le gouvernement central n'avait pas besoin d'intervenir pour atteindre un incendie. Donc voilà, produire du sens, c'est dire effectivement, qu'est-ce que c'est ce régime, comment ce régime arrive à. Ou en Turquie, par exemple, il y a eu voilà, la loi qui gère, le dispositif juridique qui gère l'exploitation des mines, a été transformé 200 fois en 18 ans. Et comment ça se fait? Effectivement, comment un régime peut lui-même détruire constamment ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, l'économie s'effondre en Turquie, la monnaie qui a perdu 75% de sa valeur en quelques années, et en même temps, quand on regarde la politique économique d'Erdogan, on a l'impression vraiment d'être dans la folie absolue. Et donc, ces espaces de résistance essayent de dire, voilà, effectivement, parce qu'il y a eu telle étape, hein, et je crois que bon, la restitution de ces facultés cognitives est quelque chose d'absolument central concernant, voilà, pour combattre toute dictature, mais notamment pour dans notre cas. Vous avez ces pages assez frappantes aussi où vous décrivez l'usage du mensonge, en fait, et un mensonge qui n'est pas là pour être cru, mais un mensonge qui en remplace un autre et qui est là vraiment pour détruire même l'envie de croire ou la faculté de croire à quoi que ce soit, et qui du coup laisse des sociétés tristes, tristes et fatiguées, parce que de fait, elles ne croient plus en rien. Elle ne croit plus en rien. Elle ne sait pas à quoi croire. Là aussi, je mentionnerai par exemple le cas de la Turquie. Il y a 5-6 ans, la Turquie était pratiquement au bord de la guerre avec la Russie. Si on ne critiquait pas la Russie, on était traître à la patrie. Quelques années après, 2 ans après, il y a eu un rapprochement spectaculaire. Et si on critiquait la Russie, on devenait traître à la nation. Orwell, 1984. L'Empire est constamment en guerre, mais est-il en guerre contre l'Empire de l'Est ou contre l'Empire de l'Ouest? On ne sait pas. Et la fonction du ministère des Archives, c'est de détruire la mémoire d'hier pour laisser place à la mémoire d'aujourd'hui qui disparaîtra demain. Et Poutine le dit à son homme de télé-vedette, le mensonge ne compte pas. Les gens croiront à ce que vous dites. Sauf qu'à un moment donné, les gens ne croient plus à rien parce qu'ils n'ont plus la mémoire des choses, mais ils savent aussi que le mensonge est constamment là. Et là aussi, je crois que c'est un élément qui lie les années 2020 aux années 1920 et 30. Chez Hitler, voilà, le mensonge était quelque chose, c'était une technique. Une technique et pas du tout une ressource philosophique, parce qu'effectivement, le mensonge a toujours été, voilà, ça préoccupait les philosophes. Mais beaucoup de philosophes pensaient que le mensonge devait, voilà, c'était une ressource politique pour assurer la stabilité de la société, protéger la société, etc. Alors que dans le cas qui nous intéresse, on n'est pas du tout dans ce type de mensonge philosophique. Et vous avez aussi des pages assez frappantes sur la permanence de l'antisémitisme, mais ce qu'il y a derrière cet antisémitisme, c'est précisément la haine de tout un héritage intellectuel et philosophique qui permettrait de résister, là encore une fois.
Alors, peut-être parce que l'ouvrage est très riche, on le sent, et je suis sûre que je ne suis pas la seule à avoir des questions. Je vais vous en poser une dernière, parce que il y a un aspect frappant de ce livre pour moi, c'est que donc sur ces études très documentées, très précises de ce qui se passe en Iran, en Russie, en Turquie, vous avez choisi de placer le livre un peu sous le signe de Faust. Alors vous évoquez Faust dès l'introduction et vous terminez sur le pacte faustien entre ces régimes et ces sociétés, et puis chaque chapitre s'ouvre sur une citation de Faust, enfin des Faust je devrais dire, parce que c'est parfois le Faust de Goethe, le deuxième Faust, celui de Thomas Mann, Dr Faustus. Je ne crois pas que vous ayez cité celui de Christopher Marlowe, non. Mais c'est sûr que en tout cas le Faust est là. Et alors pourquoi avoir voulu placer ce livre sous le signe de Faust? Qu'est-ce qu'il y a de faustien dans ces régimes et le pacte qu'ils ont passé avec leur société? Et peut-être je rajoute et la fascination que nous avons aussi malgré tout pour ces régimes depuis l'intérieur de nos pays démocratiques. Peut-être pas tous, peut-être pas trop, mais on sent qu'il y a une fascination pour ces régimes de l'action, de la volonté, de la force. Alors Thomas Hirsch, que je salue, m'a déjà interpellé sur cette question de Faust, en disant pourquoi cette omniprésence de Faust. Je crois qu'il y a 2 ou 3 raisons pour cela. La première raison, c'est les années 1920 et 30. Quand vous regardez ces années-là, vous êtes impressionné par la présence, mais l'omniprésence de la figure démoniaque, de la figure qui n'est pas maîtrisée, la figure qui échappe à la rationalité du monde. C'est Mario et le magicien de Thomas Mann, bien sûr, c'est la fiancée du diable, c'est le maître et Marguerite de Bulgakov, c'est Karl Kraus qui imagine le nazisme comme un régime vraiment diabolique et utilise d'ailleurs l'expression de la 3e nuit des Walpurgis. La nuit des Walpurgis, c'est l'un des épisodes les plus impressionnants de Goethe. Donc, et quand vous regardez effectivement cette période-là, vous êtes impressionné de voir le poids de l'occultisme, du charlatanisme, etc., qui s'impose comme quelque chose de totalement scientifique. Et le poids de la néo-barbarie consciente, que Thomas Mann cite précisément dans son ouvrage. Donc je crois qu'effectivement la première raison, c'était un peu ça. Donc voilà, essayer d'établir un parallèle entre les années 1920 et les années 1930. Et puis il y a un deuxième élément qui intervient. Bien sûr, j'aime beaucoup Goethe. Le Goethe d'ailleurs qui a changé beaucoup parce qu'il y a Faust, donc le Faust premier en quelque sorte, après Faust, et puis après le 3e Faust qui est démoniaque mais en même temps encyclopédique, une sorte d'encyclopédie à la fois des sciences exactes mais aussi des sciences sociales, une description de la société de son époque qui est impressionnante, et Thomas Mann qui en gros dit que le mal, pas le diable, le mal a choisi l'Allemagne comme sa demeure. Le génie de l'Allemagne vient de ce mal, et en même temps cette impressionnante capacité de destruction et d'autodestruction vient aussi de ce mal-là. Et Thomas Mann, en passant d'ailleurs, fait une autocritique de soi dans cet ouvrage qui est absolument impressionnant aussi. Parce que comme, pendant la Première Guerre mondiale, Thomas Mann avait été impérialiste. Donc pro-impérialiste, pro-Reich. Donc, et il y a une autocritique de soi dans cet ouvrage qui est impressionnante. Donc la première raison, c'était ça. Donc, effectivement, par comparaison avec une impossibilité pour ces régimes de jamais admettre la moindre erreur ou même de revenir sur un passé qui aurait pu ou dû se passer différemment. Voilà, qui aurait pu absolument se passer différemment. Et puis le deuxième point qui m'interpellait beaucoup, c'est que ce mal qui habite les années 1920 et 30 n'est ni métaphysique, ni dialectisable, ne se situe pas dans une dialectique avec le bien.
Et je crois que là, il y a une rupture. Là, il y a effectivement cette idée de mal radical de Kant, le mal choisi, le mal voulu, le mal qui ne s'explique pas du tout ni par la création, ni par la théologie, le mal qui peut devenir démonologie sans qu'il y ait la théologie en quelque sorte. Et je crois que quand on lit les régimes d'aujourd'hui, et ne serait-ce qu'une partie des citations de ces braves leaders dans cet ouvrage, on peut très clairement voir qu'effectivement, il y a quelque chose de faustien. Il y a quelque chose de faustien qui ne relève pas, une fois de plus, de cette dialectique du bien et du mal, mais qui est le mal en quelque sorte autonomisé. Le thanatos autonomisé. Le thanatos qui n'est plus dans un rapport dialectique avec Eros, qui est, voilà, ce dieu de, pas d'érotisme, ce dieu d'amour, mais de vie. Donc voilà, Thanatos est le dieu de la mort, Eros est le dieu de la vie. Et donc effectivement, vous avez une sorte d'émancipation. Le Thanatos est déchaîné. C'est libéré de ses chaînes et c'est déchaîné. Donc il y a une situation analogue. Et puis, bon, le pacte faustien. Et je termine effectivement l'ouvrage sur cela, en disant que les régimes veulent imposer un pacte faustien à leur société, mais ils sont encore très loin d'avoir gagné cela. Et là aussi, je salue une fois de plus ces espaces de résistance, ces dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui prennent des risques mais absolument considérables pour parler, pour s'exprimer, pour écrire, pour penser, pour se projeter, pour lire ce qui s'écrit ailleurs, pour communiquer entre eux, pour socialiser, pour être dans la rue. Tout ceci, c'est vraiment, ça exige énormément de courage. Et c'est pour ça que, voilà, je précise que les régimes n'ont pas encore gagné leur pari. Et quand on voit les crises, les trois régimes sont vraiment nos abois, les crises qu'ils traversent, peut-être qu'ils ne gagneront pas leur pari. Et donc, voilà, ce sera en tout cas mon souhait. Merci beaucoup, Amit Bozarslan. Donc ça nous donne un petit aperçu du contenu de cet ouvrage, l'antidémocratie au XXIe siècle, qui en fait est très... vous m'avez dit tout à l'heure que vous pensiez avoir écrit un livre facile. Alors je dirais pas qu'il est facile, je dirais que le livre est très facile à suivre et qu'on a le sentiment de comprendre beaucoup de choses dans l'enchaînement des événements, des discours, des réflexions qui ont conduit l'Iran, la Russie, la Turquie, là où ils sont aujourd'hui. C'est vraiment très éclairant, mais il y a aussi toutes ces idées qui sont des idées assez saisissantes au plan philosophique, qui demandent qu'on s'y arrête et qu'on y revienne. Donc je ne saurais trop vous recommander la lecture de ce livre, après quoi vous pourrez réécouter Amit Bozarslan et vous comprendrez admirablement tout ce qu'il vient de nous réexpliquer. Merci beaucoup Amit.